TEP si, donc tu as bien montré que chaque molécule marquée pouvait être sensible à différents problèmes physiologiques. Est-ce qu'en général, on injecte une seule molécule au patient ou on peut injecter un cocktail de molécules et ensuite faire des analyses? Oui, tout à fait. Non, on sera intéressé pour injecter plusieurs molécules, pour obtenir des informations complémentaires. On va être un petit peu limité par ça quand même, puisqu'on utilise un marqueur radioactif. Et donc là, on ne pourra pas injecter une dizaine de molécules. La radioactivité deviendrait trop importante. Et de toute façon, l'examen deviendrait un petit peu trop compliqué. Donc on reste... Mais par contre, on utilise assez couramment 2 molécules, par exemple le FDG, et puis une autre molécule qui est plus spécifique, comme le MPPF. Je peux juste faire un commentaire. Ce qui est très intéressant, je crois, c'est de voir que toutes ces techniques-là ne sont pas en compétition et sont complémentaires. À tel point qu'aujourd'hui, on commence à voir des appareils hybrides. Par exemple, de faire de l'électroencéphalographie à l'intérieur de l'IRM et bientôt de la MEG dans l'IRM. Et là, au dernier salon de l'auto des machines de radiologie au congrès de Chicago, de la Société américaine de radiologie, on voit maintenant des scanners IRM TEP, la même machine qui fait les deux. Il y a déjà aussi la caméra TEP qui fait du scanner. Donc, ces techniques sont tellement complémentaires que les constructeurs maintenant fabriquent des machines hybrides qui font tout. Vous pensez que bientôt on aura une machine qui fait tout, c'est-à-dire que parce que vous m'avez dit quand même, Denis, que l'IRM aujourd'hui est capable presque d'atteindre les capacités du TEP. Donc là, il y a de la compétition quand même. Pas tout à fait, parce qu'on ne regarde pas la même chose. C'est vrai qu'aussi, nous, on s'intéresse à avoir des traceurs pour l'Alzheimer, etc. Mais nos amis de la TEP ont une sensibilité qui est de loin supérieure à celle de l'IRM. Donc ça, on ne pourra pas rentrer en compétition. Par contre, avec des méthodes rusées, on utilise la molécule d'eau. Et on voit la molécule d'eau. Donc, comme l'a dit Dominique, la concentration est tellement grande que si on arrive à transformer l'information qui est dans des traceurs à très faible dose dans la molécule d'eau, là, on va pouvoir le détecter. Et c'est ça qu'on espère faire à très haut champ, c'est-à-dire utiliser l'eau comme moyen indirect pour amplifier. Parce que vos bip-bip n'utilisent pas la molécule d'eau. Hein. Non, le bip-bip est un bip-bip radioactif, hein, oui. C'est un noyau radioactif que l'on va attacher à une molécule traceuse, et cette molécule, elle, est une molécule du cerveau. Oui, c'est ça. C'est un neuromédiateur ou c'est une molécule qui est interne au cerveau, et donc qui va suivre son chemin naturel dans le cerveau. Et c'est pour ça que les techniques sont complémentaires, parce que la force de la TEP est qu'on marque une molécule, la molécule que l'on souhaite. Alors on aimerait marquer toutes les molécules du cerveau. Mais là, c'est un défi aux chimistes, c'est un travail extrêmement difficile. Le chimiste doit arriver à lier ce marqueur radioactif sur la molécule et faire en sorte qu'il soit stable lorsqu'on l'injecte. Donc si on arrive à marquer toutes les molécules, a priori, on pourrait suivre toutes les molécules du cerveau, ce qui est pas le cas et ce qui est très difficile. Francis ? Bon, on a bien compris que sur l'IRM, la technique évoluant, on a envie d'augmenter la valeur du champ magnétique pour réduire la résolution spatiale. Qu'en est-il pour la MEG et la TEP ? Est-ce qu'il y a pour la TEP avec la radioactivité, on a un problème d'augmenter, mais comment on fait pour essayer d'améliorer le système finalement ? Alors pour la MEG et le EG, un des défis consiste à mettre plus de capteurs pour avoir une mesure la plus complète possible du champ électromagnétique produit par le cerveau. Pour la MEG notamment, vous avez vu que l'installation est de très haute technicité, mais souffre justement du bruit extérieur, etc. On a une sensibilité des capteurs qui doivent être refroidis à l'hélium liquide, c'est très coûteux. Donc il y a des recherches qui s'orientent vers d'autres manières de mesurer le champ magnétique produit par le cerveau ou par d'autres sources très faibles de champ magnétique. Donc là, il y a une innovation au niveau des capteurs, ça c'est certain. Et puis il y a une grande innovation, je pense, qui est commune à toutes les techniques, notamment quand on s'intéresse aux sciences cognitives, à la façon dont le cerveau fonctionne. Il y a des innovations dans les dessins expérimentaux, c'est-à-dire la façon dont on va observer le cerveau et lui demander de travailler. Aujourd'hui, on s'inspire beaucoup des techniques très anciennes de psychologie expérimentale qui ont fait leurs preuves, mais les techniques modernes d'observation du cerveau nous donnent de nouvelles fenêtres justement par lesquelles on peut regarder et qui appellent de l'innovation dans les protocoles expérimentaux. Donc là, c'est
plus du tout du ressort, ou quasiment plus du tout du ressort des physiciens, mais des cliniciens et surtout des gens qui font des sciences cognitives. Et puis il y a un autre aspect qu'on a peut-être un peu négligé, c'est que l'informatique a un rôle considérable pour nous tous. C'est-à-dire qu'ensuite, pour traiter le signal, donc extraire des signaux, c'est un peu comme les images satellitaires. Les images qui nous viennent des satellites sont très très bruitées. Et pourtant, des fois même, c'est un rapport signal sur bruit qui est bien inférieur à ce qu'on a nous. Et on arrive à en tirer des informations extraordinaires. Donc, le progrès que l'on a pu voir récemment, mais surtout ce qui va arriver dans les années qui viennent, c'est de mieux modéliser les signaux et donc de faire des traitements de signaux extrêmement sophistiqués pour enlever, pour les débruiter et avoir des images de meilleure qualité. Donc ça il ne faut pas l'oublier. Il y a la physique pour acquérir les signaux et il y a l'informatique et le calcul pour les traiter. Tout à fait. Là, on voit bien la complémentarité des disciplines. On est vraiment au cœur d'une discipline où les physiciens, les chimistes, les informaticiens et les médecins doivent travailler ensemble pour obtenir ces différentes informations. Au niveau de la complémentarité, je voudrais ajouter aussi qu'il faut bien voir la complémentarité entre la MEG, qui a une résolution temporelle, c'est-à-dire qui permet de suivre le signal de manière très très rapide, de l'ordre de la milliseconde, alors que ce n'est pas le cas de la TEP. Par contre, la force de la TEP, c'est qu'on peut mesurer, on peut détecter des molécules en concentration extrêmement faible. Donc là, on a une très bonne sensibilité. Et pour augmenter la résolution spatiale, qui est de l'ordre de plusieurs millimètres à l'heure actuelle, eh bien, il y a d'énormes efforts qui sont faits par les constructeurs. Et maintenant, on a des nouvelles générations de machines où on va descendre à 1 ou 2 millimètres de résolution spatiale. Donc, on augmente la finesse des détecteurs pour améliorer donc, la résolution spatiale. Il faut voir aussi que chaque technique a une limite intrinsèque. Par exemple, pour la caméra à positons, comme l'a dit Dominique, le positon, il a une certaine énergie, donc il faut qu'il rencontre un électron. Et pour ça, il doit se déplacer. Donc forcément, on ne peut pas faire mieux que ce mouvement-là. En IRM, la limite ultime, ce sera au fait que les molécules d'eau, elles diffusent sur quelques microns. Donc on ne pourra pas faire mieux que ça. Donc c'est la physique qui nous arrête. Donc aujourd'hui, la technologie peut encore progresser. Puis à un moment donné, il faudra inventer quelque chose d'autre parce que la physique nous dira, voilà, c'est terminé, on arrive au bout. Vous êtes d'ailleurs tous les trois plutôt physiciens de formation. Hein. Non, je suis hybride. Je suis médecin et physicien. Ah, vous êtes les deux, oui, c'est ça. Mais de ce point de vue, c'est intéressant de voir la physique et la biologie collaborer de façon aussi proche, quoi. C'est un peu un phénomène aussi de l'évolution de la recherche. Hein. A-t-on pu mesurer la différence électromagnétique selon la stimulation par une image fixe ou par une image telle que la télévision, où on ne voit à la télévision non pas une image, mais des pixels qui se transforment en images à l'intérieur du cerveau? Si je comprends bien votre question, en fait, il s'agit de faire la différence entre une image qui serait donc figée, une photo, l'image fixe, et une image en mouvement. Et l'image, oui, l'image de télévision en mouvement. Oui, une image informatique où il y a des petits points, etc. J'essaie de réfléchir à un exemple, mais je crois que ce qui est important, c'est ce que l'on perçoit in fine. Donc la télévision, lorsque vous la regardez ou lorsque vous allez au cinéma, vous n'avez pas l'impression d'avoir affaire à une mosaïque de petits points. Vous avez vraiment une perception entière de l'image, comme si elle était issue d'une plaque photographique, par exemple. Donc, en revanche, l'aspect animé versus l'aspect figé de l'image, là, c'est quelque chose donc de tout à fait intéressant parce qu'il y a des mécanismes très très dédiés au traitement de l'information de mouvement dans les images. Mais l'aspect pixel versus l'aspect soi-disant continu, à ma connaissance, non, il n'y a pas de... À moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Non, je ne peux pas ajouter, mais dans le domaine de l'audition, par contre, je peux le dire. Vous savez que, avec les CD et toutes les techniques numériques pour le son, pour pouvoir comprimer les données, on se limite dans des domaines de fréquences qui sont supposés les domaines que l'oreille entend. Ça va jusqu'à 20 kHz. Et des Japonais ont montré que, en fait, le cerveau pouvait détecter des sons qui vont au-delà de 20 kHz, mais peut-être pas par l'oreille. Alors Sony a été très sceptique au départ, ils ont fait un peu un forcing. Et c'est comme ça que sont arrivées les nouvelles méthodes d'encodage
en partie développé par Sony, pour aller beaucoup plus loin, parce qu'on s'est aperçu que le cerveau pouvait capter des sons via, par exemple, l'os, les vibrations osseuses, etc. Ce n'est pas forcément par les oreilles. Donc la numérisation appauvrit forcément les signaux qu'on en reçoit. La question est de savoir, il y a des compromis à faire, jusqu'où il faut numériser, jusqu'où il faut compacter. Oui, juste un commentaire. Moi, j'ai lu un article sur des gens qui étaient sourds et qui faisaient une soirée musicale. Donc en fait, ils entendaient le son par les vibrations venant du sol, donc, et pas par les oreilles. Oui. Je commencerai par 2 phrases. Einstein disait il est plus difficile de casser un préjugé que de casser un atome. Et il disait aussi, c'est l'université qui me l'a appris, grâce à elle justement, et je la remercie, les problèmes importants auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus avec les habitudes de pensée qui sont à l'origine de leur apparition. Et ces deux choses m'ont fait réfléchir, et j'ai eu la chance d'avoir un début de formation universitaire et d'être épileptique jusqu'à présent, mais pas organique. Une épilepsie dont on ne savait pas trop d'où elle venait. Et à force de travail, excusez-moi, je suis un peu ému, parce qu'il m'a fallu pratiquement 15 à 20 ans. À force de travail dessus, je suis arrivé à justement déclencher cette épilepsie ou ne pas la déclencher. C'est-à-dire à maîtriser votre... À maîtriser mon épilepsie oui. et à comprendre enfin. Mais c'est grâce aux sciences, c'est grâce à l'université, c'est grâce, je dirais, à toute la sémantique de ce type de débat que j'ai pu réfléchir, que j'ai pu comprendre, et je vous en remercie encore. Merci à vous, monsieur, pour votre témoignage. Et Denis, vous vouliez Pour abonder dans votre sens, même si c'est différent, aujourd'hui, avec certaines techniques d'IRM, on peut faire du biofeedback. C'est-à-dire que la personne qui est dans l'aimant peut voir sur un écran les couleurs apparaître dans son cerveau selon que ces régions sont activées. Et ça commence à être utilisé, pas en France pour l'instant, dans le traitement de la douleur. À savoir que des gens peuvent contrôler leur douleur. Donc il y a des régions spécifiques du cerveau qui sont impliquées dans la douleur. Donc peuvent selon la couleur qui apparaît sur l'écran, c'est lié à la douleur. Et donc ils peuvent contrôler, en regardant l'apparition de ces couleurs, leur douleur, donc pour la limiter. Alors ils ont plusieurs séances, et au bout de quelques temps, ils n'ont plus besoin d'être dans l'IRM, ils ont appris à maîtriser leur douleur, à la contrôler. Alors, ça ne marche pas pour toutes les douleurs, attention à ce que je dis, mais simplement, il est possible, effectivement, d'avoir une sorte de biofeedback et de contrôler certaines affections neurologiques par la pensée. On commence de plus en plus à aller dans cette direction. Juste pour aussi ajouter à votre témoignage, monsieur, et à celui de Denis, au sujet du biofeedback, je pense qu'en effet, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui est en train de se mettre en place, notamment grâce à l'informatique qui vient derrière les techniques d'imagerie. Donc potentiellement, le sujet, le patient, peut avoir un retour sur son activité cérébrale et on peut lui demander un vrai travail presque quantitatif de maîtrise de certaines choses. Et à la Salpêtrière, par exemple, mais sans doute dans d'autres hôpitaux, il y a cette technicité, bien sûr, d'investigation de l'épilepsie, mais je sais qu'il y a des psychologues qui interviennent dans le service d'épilepsie pour s'entretenir avec les patients et essayer de remonter avec eux l'histoire de leur crise. C'est-à-dire que bien souvent les patients, en dehors de tout contexte, subissent leur crise vraiment, et c'est la réalité de tous les jours pour certains d'entre eux. Mais lorsqu'on va les interroger spécifiquement, on fait un entretien dirigé, on essaie de remonter le temps avec eux par rapport au moment où ils ont fait la crise, où ils ont perdu conscience, on s'aperçoit que pour un grand nombre d'entre eux, ils ont une histoire à raconter, des sentiments, des sensations, des émotions qu'ils ont reçues, qu'ils ont perçues. Et on peut les aider comme ça à contrôler d'une certaine manière l'arrivée de leur crise, ou en tout cas de se mettre en sécurité quand ils ne peuvent pas la maîtriser comme vous arrivez à le faire, monsieur. Au moins ils peuvent se mettre en sécurité là où ils savent qu'ils peuvent faire leur crise entre guillemets tranquillement. Les sensations que ressent l'épileptique avant de déclencher la crise. Ça peut être ça, mais ça peut même être avant cela. Ça peut être vraiment ce qu'on appelle les prodromes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conscientes au départ. Il faut vraiment que quelqu'un vienne avec le patient et remonte l'histoire avec lui, et pour qu'il ait en effet des sensations qu'il va décrire avec ses propres mots, mais qui vont au-delà, qui sont sensibilité, voilà, fourmillement ou autre. C'est tout à fait fascinant. Deux questions très courtes. La première, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui se passe lorsqu'on pratique un électrochoc?
C'est la première. La deuxième, Sylvain, vous avez montré le rattrapage d'une balle. Est-ce que ce que vous nous avez montré, c'est l'intégration d'une répétition de rattrapage de balle? Et sous question, est-ce que le cerveau s'éclaire de la même manière si on fait 10 fois l'expérience? Est-ce que c'est pas tout à fait de la même manière pour un même individu? Pour l'électrochoc, je pense que mes collègues pourront peut-être mieux répondre que moi. En ce qui concerne le rattrapage de balles, en fait, c'est une très bonne question parce qu'elle révèle en fait les limites de nos techniques. C'est-à-dire que la plupart des images qu'on vous a montrées, pour la plupart d'entre nous, je pense, sont issues d'une activité moyenne du cerveau, soit chez un seul sujet, c'est le cas du rattrapage de balles par exemple, soit dans une population de sujets. Donc il se pose des problèmes qui sont des problèmes de recherche actifs aujourd'hui, de normalisation, de mise en correspondance de cerveau, pour comparer plusieurs cerveaux entre eux, pour qu'à la fin, en moyenne, on soit suffisamment sensible pour détecter quelque chose. Ça, c'est un problème de recherche en soi, mais on y travaille très dur. Alors, concernant la variabilité de la réponse et la façon dont le sujet va rattraper 10 fois une balle, 20 fois, 30 fois, c'est évident qu'il y a en effet un apprentissage que l'on peut ou pas mettre en évidence avec des techniques d'imagerie. C'est-à-dire qu'au début, lors des premiers rattrapages de balles, il y a cet apprentissage, cette tentative de modélisation de la chute de la balle implicite chez le sujet qui fait qu'il va bien maîtriser les lois de la physique qu'il y a derrière. Il va savoir qu'à ce moment-là, il va pouvoir fermer la main. Donc ça, c'est quelque chose qui n'intéressait pas l'expérimentateur ici. Lui, il voulait mettre en évidence ce qui, de toute façon, est toujours sollicité dans le cerveau lorsqu'on doit faire ce genre de geste. Donc c'est très bas niveau, mais il est évident qu'il y a des mécanismes d'apprentissage, même d'un essai à l'autre, d'une répétition à l'autre. Il y a une grande variabilité, et il y a une manière d'analyser les données pour étudier cette variabilité, mais ça devient l'objet de l'expérience en soi. Ma question elle était relative aux ondes du cerveau émises lorsqu'on se met en situation alpha, c'est-à-dire par la méditation notamment, et ça rejoint donc l'observation du monsieur précédemment qui parlait de l'esprit, parce qu'il y a quand même aussi des possibilités par rapport à l'esprit et par rapport à la mise en situation de l'esprit et du cerveau à travers la méditation. Et est-ce que c'est vrai que le cerveau donc rejoint les ondes alpha et sur la fréquence alpha lorsqu'on médite dans un premier temps? Et j'aimerais savoir aussi quelle est la fréquence du cerveau dans l'épilepsie. Enfin, donc quelle est la séquence, enfin quelle est la distance entre l'alpha et la crise épileptique? Et est-ce que par la méditation ou même la pensée, c'est-à-dire on peut se mettre en situation de penser et créer et activer les zones géographiques du cerveau, les pousser donc à l'action qui va... Enfin, les actes sont les mots et les actes. La pensée donc active la zone géographique. La question c'est est-ce qu'en pensant on peut créer? Voilà. Donc méditation. Qu'est-ce que la pensée, quoi? Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que la pensée? Et à travers la méditation, jusqu'où on peut aller dans le... Merci à vous. C'est une très bonne question parce qu'on le voit, ça nous interroge tous à des degrés divers en fonction de nos expériences personnelles. On aimerait bien pouvoir expliquer ce qu'est l'état conscient. Ce que je veux dire pour rebondir sur la discussion qu'il y a eu avant et sur votre question, c'est qu'il y a les sciences de la conscience aujourd'hui font partie des sciences. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques de tout domaine qui essaient de faire travailler ensemble la linguistique, la physique et les mathématiques, etc., pour modéliser, pour mieux comprendre et prédire ce qu'on entend par état conscient. Denis et moi-même avons montré des exemples à la fin de cela dans la lecture subliminale. Alors, pour les ondes alpha et la méditation, c'est quelque chose qui fut, je pense, relativement tabou dans les sciences occidentales, de faire entrer des sujets qui méditent et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, notamment avec des techniques d'imagerie moderne. Mais c'est en train de changer et il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup qui travaillait dans notre laboratoire, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. C'est Francisco Varela, qui était directeur de recherche au CNRS et qui, lui, a voulu faire des passerelles entre cette pratique pseudo-scientifique, disons, de la méditation, notamment par des moines bouddhistes, mais ça pourrait être vous et moi, si on s'intéresse à cela, ou madame apparemment, et les techniques de la science quantitative, disons, expérimentale, occidentale.
Et en fait, ce qu'il avait interloqué, et ce qui est toujours très troublant, c'est que les moines tibétains étaient capables, avaient identifié depuis très longtemps différents états du sommeil. Ils en avaient identifié, je vais peut-être dire une bêtise, 5 ou 6, et ils les avaient encodés dans leur langage, dans leur monde propre, dans leur perception de l'environnement et de l'univers. Et le fait est que la science, telle qu'on l'entend nous aujourd'hui, identifie aussi 5 ou 6 états de sommeil. Et donc il y a ces passerelles et ces mises en correspondance qui sont intéressantes, et je pense qu'il ne faut pas tourner le dos à ce genre de pratique du moment que c'est fait avec la rigueur scientifique qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui, mais qui convient de remettre en question, et au sens où il faut la questionner tout le temps avec des pratiques notamment personnelles ou collectives de méditation, etc. Pour les ondes, et après je laisse la parole à mes collègues, pour les ondes alpha par exemple, les ondes alpha on en a tous, notamment si parmi nous il y a des gens qui commencent à somnoler un petit peu, et c'est normal parce qu'on a faim, on a plus d'ondes alpha que lorsqu'on est en état de vigilance totale. Et donc les ondes alpha ne sont pas propres à la méditation. D'ailleurs, Berger et David Cohen, quand ils ont inventé le EEG et la MEG, ont mis en évidence des ondes alpha, parce que tout le monde en fait. C'est modulé par la vigilance et par différents autres aspects. Et à tel point qu'il y a des gens qui étaient devenus champions de la production d'ondes alpha. Et quand, dans les années 50, les EEG sortaient en tracé papier, donc vous aviez une petite plume qui traçait notamment les ondes alpha, ils étaient capables de moduler leurs ondes alpha, pas en méditant, mais en ayant leur propre recette à eux, pour faire des dessins. Par exemple, il y en avait un qui était champion au laboratoire pour dessiner des poissons sur le polygraphe, comme on appelle ça, parce qu'il modulait son état de vigilance. Il avait sa recette à lui, méditation ou autre, mais très vite, il pouvait dessiner des profils de poissons. Bon, voilà. Et dans l'épilepsie, c'est quelque chose de toujours assez... c'est un sujet de recherche très important, parce que ça fait souffrir beaucoup de gens, de toute façon, et aussi ça ouvre des portes vers le cerveau normal. Eh bien, on a plutôt mis en évidence des ondes dites bêta, c'est-à-dire 2 fois plus rapides que les ondes alpha, qui seraient apparemment précurseurs de l'arrivée d'une crise. Mais ça, c'est un sujet de recherche ouvert, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence ce genre de choses dans certaines publications, dans certaines expériences, mais la pratique scientifique veut qu'on vérifie ça à une plus grande échelle. Donc les ondes, en effet, sont responsables, sous-tendent, disons, une activité qui peut être très basique, comme des réflexes, ou très évoluée, comme la perception de soi, le langage, etc. Denis Le Bihan, je suis sûre que vous avez des choses à dire là-dessus. Oui, mais c'est une remarque plutôt philosophique. Oui, mais donnez-nous cette remarque. Quand on parle d'esprit et de conscience, il y a l'aspect collectif que nous, on ne fait pas aujourd'hui. On passe une personne dans un aimant, une personne en positon, une personne en meg. Bon, on peut en passer plusieurs à la suite les unes des autres pour en voir la moyenne. Mais si on regarde bien, Yves Coppens nous a expliqué comment le cerveau a grossi, etc. Bon, depuis 2000 ans, les gènes n'ont pas tellement évolué. Le cerveau humain n'a pas tellement évolué, et pourtant, ce que l'on connaît a vraiment changé. La preuve, c'est qu'on peut faire de l'IRM ou de la caméra à positon ou de la MEG. Donc, c'est au niveau collectif. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir voir comment les cerveaux communiquent entre eux, comment cette information se circule entre les cerveaux. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, mais nos instruments ne sont pas tellement capables de faire ça pour l'instant. On a des petites choses, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Est-ce que c'est quantifiable aussi? Oui. Si on avait les instruments, imaginez que j'ai un scanner IRM, au lieu d'avoir un tunnel avec toute cette pièce-là est dans le champ magnétique, et qu'on est en train de discuter. Ce serait très intéressant de voir comment ça se passe dans nos têtes pendant qu'on est en train d'interagir entre nous. On ne sait pas faire, on n'a pas l'instrument aujourd'hui. Ceci dit, on s'en rapproche grâce à des plateformes comme Neurospin, ou même en général grâce à l'Internet. Il y a des collègues allemands qui ont fait jouer à des jeux vidéo des gens qui étaient dans des scanners dans 2 villes allemandes différentes, et dont on analysait les signaux quasiment en temps réel. Et il y avait une confrontation, une analyse des signaux qui était déportée ailleurs grâce à Internet. Et donc, les gens pouvaient piloter le petit curseur, c'était un petit jeu de tennis rudimentaire, piloter le petit curseur de la raquette par les ondes cérébrales qui étaient, en tout cas l'activité cérébrale, qui était décodée en temps réel. Donc ça c'est très intéressant, c'est une illustration amusante du biofeedback, en tout cas démonstrative. Et puis là on peut voir justement les aspects interaction, c'est-à-dire qu'on a les 2 cerveaux en même temps, et puis dans un jeu vidéo, comme dans la vie de tous les jours, et quand on s'oppose à quelqu'un notamment, on essaie de décrypter l'intention de l'autre, etc. Oui. Donc là ça devient tout à fait excitant. Parce que vous n'avez pas exposé le temps qu'il y a entre la perception des sens et la lecture du cerveau.
J'ai eu l'occasion de participer à l'expérience très simple suivante. On éteint la salle, on présente une image pendant une nanoseconde, c'est-à-dire avec un flash de condensateur. On rééclaire la salle et chacun peut raconter l'image qu'il a vue. Or, en fait, on sait très bien que pour la télévision, il faut 50 images par seconde pour arriver à avoir une image mobile. C'était la question de monsieur. C'est-à-dire que l'œil perçoit instantanément l'image, mais le cerveau prend un grand temps pour l'analyser. Je crois que ça, c'est un fait important. Est-ce que vous étudiez la même chose pour les autres sens, c'est-à-dire le temps qu'il y a entre la perception de l'organe sensoriel par rapport à la lecture du cerveau? Merci. Donc, qui veut répondre? C'est la dernière question. Hein. Je peux commencer à répondre, mais encore une fois, je suis physicien, donc je m'intéresse aux instruments, mais aussi aux applications, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre d'aspect. Tout ce que j'ai pu voir à travers les collaborations ou la littérature scientifique, c'est que cet aspect de la perception subliminale, c'est quelque chose qui est très émergent dans la communauté scientifique, parce que, comme vous le dites très bien, on a affaire tous les jours aussi à des perceptions subliminales, ne serait-ce qu'avec notre mouvement, le mouvement des yeux. Ce que Denis Le Bihan nous a montré aussi a été très démonstratif, c'est-à-dire qu'on croit voir sans voir, ou on voit sans voir. Et la lecture aussi, par exemple, la lecture subliminale, c'est pareil, notre cerveau l'a vu, mais pas nous. Donc c'est absolument fascinant, et grâce aux techniques, à ces techniques-là et à celles qui vont émerger dans les 10 années, 20 années qui viennent, encore une fois, on va apprendre des choses. Et là, ce qu'on semble voir, encore une fois, au niveau de la lecture, c'est qu'il y a une sorte d'entonnoir qui fait que si les mots se succèdent trop vite, eh bien, on les voit sans les voir. On finit par les voir sans pouvoir les lire vraiment et les comprendre. Et cet entonnoir, il nous limite à peu près à environ 200 millisecondes, 300 millisecondes. C'est-à-dire que si on est en train de faire quelque chose et que quelque chose d'important arrive dans les 200 à 300 millisecondes qui viennent, notre cerveau est trop occupé. Et il perçoit l'information, mais il ne nous la transmet pas. Quand je dis nous, il ne la transmet pas au reste du cerveau pour que l'être conscient que nous sommes tous puisse le traiter. Après, il y a sans doute d'autres expériences dans d'autres modalités sensorielles. Je vais donner un autre exemple dans le cas de la vision. C'est une expérience qui a été faite par Simon Thorpe à Toulouse. Donc on prend des chimpanzés et ils sont habitués à ce qu'on leur présente sur des écrans d'ordinateur des images, des paysages. Et sont entraînés à ce que s'il y a un animal, quel que soit l'animal, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, quel que soit l'endroit dans le paysage, le singe appuie sur un bouton de souris. Voilà. Et on mesure le temps qu'il lui faut pour détecter la présence d'un animal. Donc on monte un paysage, on ne met pas d'animal dedans, un autre paysage, un animal. Et il faut, donc avec les techniques d'encéphalographie, on peut mesurer combien de temps il faut aux primates pour répondre. Et c'est extraordinaire, c'est très rapide. Puis après, ils ont étudié ça avec des étudiants et des collègues. Eh bien, on est beaucoup moins bon que les primates. Alors, l'explication, on ne la connaît pas complètement. C'est peut-être parce que pour les primates, c'est question de vie ou de mort, parce que dans la jungle, il faut faire attention. Pour nous, c'est moins important. Mais j'avais une autre hypothèse, qui est purement une hypothèse gratuite, c'est que le singe a un cerveau plus petit que le nôtre. Et l'information, pour circuler d'un point à un autre du cerveau, elle passe dans ces fibres que j'ai montrées tout à l'heure, qui sont des fibres donc, avec un isolant de graisse, de myéline. Mais la vitesse de propagation, ce n'est pas la vitesse de la lumière. Hein, on est loin. C'est une vitesse qui va dépendre donc, de la longueur de ces fibres. Donc peut-être que aussi, comme notre cerveau est plus grand, il nous faut plus de temps pour l'information passer d'un bout à l'autre. C'est juste une hypothèse.